tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle je vais faire un petit retour sur la partie one-shot qui s'est déroulée hier. Toujours dans le cadre, vous savez, de ces propositions de partie. Je vous renvoie à la vidéo de présentation de ma chaîne où je parle un petit peu de ce projet. Bien, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un one-shot, bijou de famille, avec le corpus de règles Warhammer V4, dans une partie que j'appellerais plus de découverte, dans la mesure où j'ai pas encore la totalité des règles. J'en ai une partie sous Foundry, et puis je connais un peu comment les systèmes marchent, mais par exemple, il n'y avait pas de magie possible pour les joueurs dans cette partie. J'avais laissé ça de côté pour l'instant, préférant attendre de recevoir la réédition du livre de base corrigé qui malheureusement se fait attendre puisqu'elle devait sortir en février et là j'ai vu qu'elle était décalée chez Philibert. Il annonce maintenant fin mars. Bon, espérons que ce soit pas une arlésienne. Je pensais que c'était bien reparti avec ce jeu là, la traduction française. Bon, ils ont peut-être eu un petit souci en ce moment, c'est pas une période forcément trop facile, voilà. Misons sur ce petit retard et j'espère que le livre va bientôt arriver pour qu'on puisse vraiment aller au fond des choses. Quoi qu'il en soit, à la table il y avait 3 joueurs. Voilà. Nous avons tiré au sort les personnages qu'ils allaient incarner. Et nous avions donc Molly, une halfling voleuse, issue d'une famille nombreuse, qui donc est un petit peu fait partie des bas-fonds, des défavorisés de la cité, et qui, depuis son plus jeune âge, a dû apprendre à composer avec cet état de fait, les richesses, les belles choses, les mets copieux, etc. Elle ne fait que les voir passer, et elle est un petit peu toujours à ronger son frein, est obligée de s'adonner à diverses rapines pour gagner sa vie. À ses côtés, il y avait Gunnar, un nain qui lui s'est engagé dans des bataillons de tueurs, donc un guerrier qui fait partie des légions, des bataillons de commandos, rattachés aux armées du souverain, enfin de l'empereur Karl Franz Ier. Voilà, il est plutôt loyal, même si il est arrivé dans la ville lorsque donc l'empereur Karl Franz a proclamé un édit, un décret en fait, qui fait que la ville change de statut, que la famille régnante de cette cité libre, d'Ubersreich, les von Jungfreud, sont tout simplement chassés du pouvoir et que l'empereur met en place Lady Nart, une de ses protégées, et ainsi il s'appuie également sur quelques connétables pour essayer de prendre le contrôle de la ville. Donc dans la partie de Roche-Noire, une citadelle à l'intérieur de la ville, une place forte dans la ville, les soldats d'Aldorf ont débarqué, se sont installés. Au même moment, donc, est arrivé quelques bataillons qui, pour l'instant, sont en, en garnison, on va dire, dans la ville, et auquel appartient notre ami Gunnar. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que du coup, les bataillons, pour l'instant, ils ne bougent pas. Donc, chacun des hommes a un petit peu ont été libérés. Ils peuvent prendre leur quartier dès lors qu'ils restent dans la ville. Et nous avions un troisième joueur, une troisième joueuse, qui s'appelait Salundra. Alors Salundra, c'est un soldat issu de la famille Van Drakenberg, donc qui est issue un petit peu des familles nobles, une famille importante puisque son père était duc. Et s'est engagée pour une carrière de soldat, mais en réalité, suite à des problèmes personnels, parce qu'elle est assez dans la rébellion, en fait, ce qui l'a conduit d'ailleurs à tomber un peu sous l'emprise de l'alcool, eh bien, elle a choisi de rompre avec les militaires, tout simplement, de déserter l'armée. Et voilà. Et donc ces 3 personnages se sont accoquinés. Ils résident, pour l'heure, ils résidaient dans une petite auberge
du quartier assez modeste des artisans, tenu par Lauriane et Safia. Et voilà, ils ont été, au début de l'aventure, en fait, il y a un connétable parfumeur, Manfred Ottoberg, qui les a commandités pour aller récupérer une chevalière chez un particulier. Ils sont arrivés, se sont mis en faction, et en fait, ils ont vu à ce moment-là des montes en l'air qui pénétraient à l'intérieur. Donc, ils ont attendu de les voir sortir, et puis ils leur sont tombés dessus et ont dérobé la chevalière. Ils ont rendez-vous le lendemain matin, le lendemain midi, pour aller la porter à leur commanditaire, à Manfred. Et lorsqu'ils débarquent dans le manoir de Manfred, ils commencent à discuter avec lui. Celui-ci est en train de prendre son repas. Lorsque, après une rasade de vin, il tombe le nez dans son assiette, visiblement empoisonné. Nos amis décident donc de garder la chevalière et un petit peu d'essayer de chercher à comprendre voilà, comment cela se fait. Et finalement, ils vont comprendre que la chevalière appartient à une famille très ancienne de parfumeurs qui étaient là il y a des années, il y a plusieurs générations, et qu'en fait, ces personnes ont été soupçonnées par Jungfreud, les Van Jungfreud, à l'époque, d'être des sorciers. Et ces personnes ont été éradiquées, tout simplement, par crainte de la corruption, par une partie des autorités de la ville. Donc un petit commando s'est chargé de tomber sur la famille, de les dessouder, et ils ont été, même leur cerveau, leur caveau, leurs sarcophages, en fait, ont été scellés à l'aide d'une clé magique. Voilà, dont il reste malheureusement une chevalière qui permet d'ouvrir les tombeaux. Cette chevalière a été donnée à un homme, celui chez qui elle a été dérobée, le sieur Guillemur, et elle se passe de génération en génération. Il la tient lui-même de son père, qui la tenait de son père également, etc. Et donc, grâce à les PNJ, les PJ comprennent que c'est grâce à cette chevalière que le tombeau a été réouvert. Ils finissent par aller au tombeau et là ouvrent les sarcophages pour découvrir que ceux-ci sont vides. Lorsqu'ils reviennent à l'auberge, malheureusement, le mal est fait, quelqu'un les a précédés. Il y a peut-être donc une autre clé magique comme la chevalière qui permet de déceler les tombeaux. Mais en tout cas, les membres de la famille se sont volatilisés. D'après une personne qui en sait un peu plus, ils apprennent, enfin Guillemur lui-même d'ailleurs, ils apprennent que apparemment la famille Grodeberg était non seulement soupçonnée de sorcellerie, mais voilà, on craint que ce ne soit des immortels qui arriveraient à se maintenir en vie en se repaissant de sang frais d'humains. Et là, ils apprennent par les gardes de la ville qui mettent en place un couvre-feu dès la nuit tombante. Ils apprennent que la nuit dernière, alors que donc les tombeaux ont été vidés, il semblerait qu'une trentaine de personnes soient portées disparues. Donc vraisemblablement, peut-être la famille Grodeberg pour se repaître de leur sang. Et donc les autorités, les soldats d'Aldorf sont sur le qui-vive. La ville bascule dans autre chose. On s'est arrêté là au cours de cette première séance. Alors ça s'est passé, moi je trouve que ça a bien fonctionné là, les trois joueurs. Je trouve qu'ils se sont assez vite, ils sont assez vite trouvés dans leur façon d'envisager la partie, dans leurs répliques. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez j'ai bien aimé la prestance de chacun des trois joueurs là. Ça fournissait du bon roleplay, de la bonne répartie, des bonnes idées en ce qui concerne l'élaboration. Et puis, même au-delà de l'élaboration, je trouvais que le roleplay était plutôt intéressant. Ils se sont retrouvés embringués dans une affaire. Alors moi j'aime bien ce genre de scénario où en fait il y a deux choses en parallèle. Voilà, d'ailleurs je vais en profiter là dans ce compte rendu entre guillemets pour vous dire voilà la méthode que j'applique en fait en termes d'écriture de scénario. En fait, de plus en plus, c'est un petit procédé qui moi me paraît maintenant très très intéressant. C'est de faire presque deux colonnes dans mon scénario en distinguant les événements qu'en fait j'appelle les conséquences et qui sont en fait des événements
qui vont avoir lieu à l'initiative des joueurs ou par rebond des PNJ avec lesquels les joueurs interagissent. Donc ça, c'est des possibilités, des axes hein, qui peuvent se déclencher et sont des moteurs pour la narration de l'histoire. Et à contrario, les événements que j'appelle les événements de destin, qui en fait arrivent, quel que soit ce que les joueurs mettent en œuvre. Et je trouve qu'en envisageant les scénarios de cette façon-là, là, sous ces deux axes, je trouve personnellement que moi j'arrive à gagner en efficacité dans le scénario, en efficacité dans le sens où on évite pas mal les scènes creuses, parce qu'il y a du rebondissement. Quoi qu'il advienne, si les joueurs ne sont pas spécialement proactifs au cours de la séance, il va arriver le moment où un événement annexe va se déclencher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, en plus, ça rajoute une couche de mystère. Car bien sûr, les personnages ne savent pas lorsqu'un événement advient, enfin des fois ils le savent, mais pas tout le temps, s'il est dû à leur comportement, en l'occurrence à leur avancée dans la petite enquête qu'ils ont faite pour essayer de récupérer la chevalière, et de comprendre surtout à quoi elle servait, ou si c'était quelque chose indépendamment de leur propre volonté. Donc c'est une façon aussi de gérer la pression qu'on peut mettre un peu pour activer, titiller les joueurs. Et depuis que j'ai remarqué ça, je trouve que ça marche pas mal euh, en scénario. Alors j'ai été un peu surpris. Alors j'ai été surpris dans le déroulé parce que je m'attendais pas. Vous savez ce que c'est quand on écrit une histoire. On a toujours, même si on essaye de... Là, c'était assez ouvert malgré tout. Euh, je pensais que ça se déroulerait, et c'est souvent le cas, hein, malheureusement, ou plutôt peut-être même heureusement, quand on est maître de jeu et qu'on écrit des scénarios. Je prendrais que ça se déroulerait complètement différemment. Euh, j'ai eu très peur au début déjà parce que les joueurs, quand ils tombent sur le connétable qui est en train de manger, ils sont à deux doigts de s'empoisonner. Il y a un des joueurs qui rêvassait, et d'ailleurs il fait même la déclaration, mais il n'y avait qu'une coupe sur la table, et donc il ne s'est pas versé de vin empoisonné, mais s'il y avait eu une coupe de plus sur la table, il l'aurait fait, et il aurait dû faire un jet de résistance, et il aurait eu de grandes chances de mourir, ou d'utiliser un point de destin pour rester en vie, puisque les points de destin le permettent dans la V4 de Warhammer. Donc j'étais un peu sur mes gardes là, assez rapidement finalement, et puis surtout après ça s'est embringué d'une manière à l'initiative des joueurs, puisque les joueurs ont été plutôt proactifs, d'une manière que c'était pas la voie royale, enfin c'était pas la voie que j'avais le plus, à laquelle je m'attendais le plus. Donc en fait, ça s'est construit comme ça un petit peu par rebond, et justement j'étais content d'avoir ce filet derrière qui permettait de faire avancer l'histoire. Cela dit, l'histoire s'est arrêtée, on a joué 3h45, 3h50, je crois presque 4 heures de partie. Et l'histoire s'est arrêtée à un endroit où, un peu ni queue ni tête, puisque les joueurs se retrouvent devant de devoir faire le choix moral, est-ce qu'ils restent dans leur ville, dans la ville, à Oberreich, qui risque de basculer dans l'horreur, ou est-ce qu'ils prennent un peu de recul, même si c'est pour juste s'en aller de quelques lieux. Voilà, ils ont fait le choix de partir de quelques lieux. Du coup, euh, en conséquence, comme les joueurs ont passé un bon moment avec cette partie, à ce qu'ils m'ont dit, je pense que la prochaine partie que je proposerai sera la suite de ce scénario, avec possibilité bien sûr, s'il y a de nouveaux joueurs qui veulent se joindre, de venir se greffer sur cette troupe de 3 joueurs. Apparemment, je les ai sondés, eux ils sont partants pour remettre le couvert, certainement le mois prochain, et rejouer leur personnage. Donc voilà. Donc moi, ça va me permettre de bâtir, et c'est un peu l'idée que j'ai derrière ça. C'est peut-être là pendant un moment, en tout cas tant que je trouve des joueurs qui sont enthousiastes, continuer et essayer de faire un petit peu une campagne à épisodes comme ça, avec en fil rouge le décor, l'univers qui évolue, des one-shots qui, si possible, ont un début, un milieu et une fin d'histoire, même si là, à la fin, c'est bon, bah, ils quittent la ville parce que, en fait, les fameux immortels sont réveillés. C'est quand même la fin d'un arc narratif. On peut considérer qu'on passe à quelque chose d'autre. Et ça permet comme ça de faire évoluer quelque chose
sur la distance. Ça permet aux joueurs aussi qui sont partants pour participer à plusieurs parties organisées d'évoluer un peu leur personnage, et de le voir un petit peu, en tout cas de lui donner de l'épaisseur psychologique pour le moins, parce que le reste, les caractéristiques, tout ça, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est que le personnage, finalement, il s'y attache et il ait des souvenirs, il est presque petit à petit son background qui se forme. Donc on va rester sur ça pour l'instant. Donc la prochaine partie, je ferai bien sûr, comme d'habitude, une vidéo pour parler voilà, de ce que sera l'épisode. Mais on va partir de ce moment-là où nos trois personnages, Alundra, Molly et Gunnar, le nain, quittent la ville. Voilà, c'était, je pense que les joueurs ont passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis régalé. C'était un petit galop d'essai sur cette V4. Donc, encore une fois, on n'a pas utilisé l'ensemble des règles. On a eu l'occasion de faire un combat. C'est-à-dire qu'ils ont fondu, ils sont allés dans le cimetière, ils sont tombés sur euh, le personnage qui avait empoisonné en fait leur connétable, qui lui aussi, pour des raisons que les joueurs n'ont pas creusées pour le moment, était à la recherche de la chevalière. Il était avec des pilleurs de tombeaux euh, et, euh, ils leur sont tombés dessus. On a eu un combat. Je dois dire que là, ça s'est passé en deux coups de cuillère à peau. Bon, il faut dire que les joueurs ont pas mal de chance sur leur jet de dés, mais ça a été très rapide. Je crois qu'il y a eu tous les trois adversaires sont morts, deux sont morts sur le coup après un premier coup de lame, et le dernier, je crois en deux passes d'armes, il s'est fait dessouder. Donc j'ai bien aimé la brièveté du combat. Les compétences, on sait peut-être certainement, comme c'était un galop d'essai, on ne s'est peut-être pas encore assez approprié le panel, et puis surtout le roleplay, la façon de les roleplayer et de les faire passer en jeu, de les utiliser en fait dans le gameplay plus naturellement en fait. Les compétences, mais ça a bien fonctionné quand même. Donc voilà, dis pour l'instant le jeu sur cette partie, pour moi, il a tenu ses promesses. En tout cas, je suis particulièrement friand du côté très cinématique du combat, où on n'en a pas pour... le combat, il a duré, franchement, il en a même duré 5 minutes, peut-être même pas. Et ça suffit pour faire une péripétie intéressante et mortelle, enfin qui peut s'avérer mortelle, avec une vraie prise de risque de la part des joueurs, et continuer à l'histoire de se développer. Donc moi j'ai trouvé ça, franchement, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vous en dirai plus sur le jeu lui-même à mesure que je reproposerai les one-shots. En tout cas, voilà, cette partie c'est bien déroulé, et je suis assez content. Pour la deuxième partie organisée, il y a d'ailleurs un joueur qui participait déjà à la première partie, là, la partie contemporaine sur le jeu L'Appel de Cthulhu, un jeu d'enquête. Apparemment, lui, il m'a dit qu'il a préféré peut-être le côté, pas préféré, mais il aime bien le côté Medfan, donc il s'est senti un peu plus à l'aise. Moi, j'ai trouvé aussi que le roleplay était plus naturel, il m'a semblé, et plus soutenu, voilà, la narration, franchement, c'était un échange, c'était très intéressant, en tout cas, très fluide, et puis du tac au tac, de la réaction, on est resté dans une forme de cohérence et de crédibilité qui, moi, m'a beaucoup plu. Donc, franchement, on a passé un super moment. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Au revoir.